Hubert Védrine, bonjour. Bonjour. Je voudrais revenir d'abord sur un mot que vous avez prononcé à cette première table ronde des conversations Tocqueville. Vous parliez du populisme et vous me disiez que ce n'est pas un virus affreux qui s'attaque à un corps sain. Le problème est avant tout intérieur pour nos démocraties. Oui, on parle souvent du populisme comme si c'était une attaque extérieure tout à fait inattendue. En réalité, je pense que le degré de populisme mesure l'échec des élites mondialisatrices, européistes, intégrationnistes, à convaincre les électorats. Et on a vu au cours des années, décennies passées, que les classes populaires puis les classes moyennes décrochaient par rapport à ça. Donc il faut chercher des explications internes. Parce que les démocraties sont en effet défiées, attaquées de l'extérieur, mais leur problème numéro 1 est interne, à mon avis. Voilà pour le diagnostic. Maintenant, pour la réponse européenne, vous avez toujours un regard assez lucide sur ce que doit faire l'Europe. Comment répondre justement à ces attentes du peuple qui ne sont vraisemblablement pas comblées par les élites dont vous parlez? Beaucoup de gens pensent que les attentes sont essentiellement économiques. Donc c'est le débat sur la politique économique au sein de la zone euro, avec le désaccord entre l'Allemagne et les pays du Nord et les pays du Sud. Est-ce qu'il faut respecter absolument les critères de 3% et de 60%? Est-ce qu'il faut plus de souplesse? Est-ce qu'on peut vivre en s'endettant, sans fin ou pas? Donc un débat de politique économique. Mais mon analyse n'est pas que c'est négligeable, c'est une vraie question. Et il faudra arriver à une vraie synthèse sur une politique économique peut-être plus astucieuse, une sorte de policy mix dans la zone euro. Mais ça ne répond pas aux autres demandes. Quelles sont les autres demandes, à mon avis, si on regarde les votes, les comportements, les référendums, les abstentions ici sur une vingtaine d'années? Il me semble que les peuples européens demandent à garder une certaine identité, malgré tout, un certain degré de souveraineté et être en sécurité. Il n'y a pas uniquement la demande économique. Or, depuis longtemps, les élites à la fois européistes et mondialisatrices considèrent que ces deux demandes soit absurdes, soit dépassées, voire même choquantes, voire même dangereuses. Ce n'est pas mon avis. Je pense même que c'est parce qu'il n'y a pas assez, je ne dis pas qu'il n'y a rien eu, mais qu'il n'y a pas assez de réponses raisonnables et apaisantes et calmantes à ces demandes-là, que finalement les électorats deviennent enragés, les insurrections électorales qu'on va se développer. Et donc, il faut répondre à ça, je crois. Et tout cela crée justement un euroscepticisme que l'on connaît maintenant depuis des années. Est-ce que pour vous la tendance est renversable ou est-ce que le mouvement qui a commencé avec le Brexit et puis ensuite avec l'Italie, la Hongrie, la Pologne, voilà, les exemples se multiplient, est-ce que pour vous là, on peut encore changer un petit peu le cours des choses? La tendance est tout à fait renversable, à condition de bien analyser les ressorts de ces votes. C'est beaucoup plus ancien que le Brexit. Le traité de Maastricht en France, auquel étaient favorables toutes les élites, tous les gens qui avaient accès à la parole publique en tant que politique, intellectuel ou moraliste, commentateur. Le traité de Maastricht est passé avec un point d'écart en 92. Donc c'est pas du tout aussi récent que le Brexit. Donc il faut répondre à ça, mais il faut analyser l'opinion. À cet égard, on a tort d'employer le mot eurosceptique pour désigner les gens qui sont contre. Marine Le Pen, elle n'est pas sceptique, elle est hostile. L'extrême gauche n'est pas sceptique, elle est hostile. L'AfD en Allemagne est hostile. Les gens qui ont gagné le Brexit, un peu sans se rendre compte de ce qu'ils faisaient, mais ils étaient hostiles. Oui, mais par exemple, un Viktor Orban se définit comme partant d'une démocratie illibérale. Il ne se dit pas eurosceptique, il dit simplement « je veux changer l'Europe parce que les règles ne me conviennent pas ». Qu'est-ce que vous répondez à cela? Il faut que je réponde d'abord à l'analyse de l'opinion. Parce que démocratie illibérale, c'est un slogan qui a été inventé pour essayer de disqualifier l'Europe de l'Est. Or, ils sont assez nombreux, en dehors d'Orban, qui est provocateur, à penser à peu près comme lui. Mais ça, c'est un autre sujet. Sur le plan opérationnel, il faut bien distinguer dans l'opinion donc les vrais anti-européens, ceux qui sont devenus sceptiques, mais pas forcément hostiles au principe même, en fait. Ceux qui sont découragés par trop de promesses non tenues, et ceux qui sont allergiques à ce que Juncker lui-même, le président de la Commission, a appelé la réglementation à outrance. Ça fait quand même beaucoup de gens. Après, vous avez des pro-européens classiques, centre-gauche, centre-droit, mais qui sont dans la plupart des pays d'Europe maintenant minoritaires. En fait, quant aux fédéralistes, je ne les compte même pas, parce qu'ils existent dans les journaux ou les think tanks, mais pas dans l'opinion publique. Or, relancer un projet européen en tenant compte des demandes des peuples, identité, souveraineté, sécurité, ça peut marcher pas sur les anti-européens vrais, qui sont idéologiques, qui ne bougeront pas. Mais l'ensemble des autres, cette espèce de gros marais central, ça peut fonctionner. Y compris en ce qui concerne le fossé qui s'est creusé maintenant entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est. Tout ça pouvant trouver, à mon avis, une synthèse dans une vraie maîtrise des flux migratoires qui est devenu le problème numéro 1. Et vous en parliez d'ailleurs tout à l'heure. Une dernière question, justement, ces 2 jours de conversation, Tocqueville,
appelle quelque part à un sursaut de la part des élites pour qu'elles répondent justement à ces demandes. Est-ce que vous êtes optimiste à ce sujet? Alors la formule que j'emploie moi à ce sujet, c'est compte tenu de l'analyse que je fais, qu'on peut contester, mais enfin sur l'état des opinions, c'est qu'il faut à un moment donné un compromis historique. Il faut que les élites européennes, européistes arrivent à entendre suffisamment les demandes des peuples pour apporter une réponse raisonnable et apaisante pour que ça ne se transforme pas en vote extrémiste qu'on ne sait plus comment gérer. Si on n'y arrive pas, on aura des situations italiennes à peu près partout. Déjà, c'est quand même quasiment la moitié des pays d'Europe qui sont dans cette situation. Donc il y a urgence. Et je pense donc que tout commence par la maîtrise des flux migratoires. Non pas que ce soit une fin en soi, ni le seul objectif pour l'avenir. L'objectif vrai, c'est de maintenir le mode de vie européen, la civilisation européenne, dans un monde dur, menaçant et compétitif. Mais il faut commencer par ça, en distinguant bien les demandeurs d'asile et les flux migratoires économiques qu'il faut co-gérer avec les pays de départ et transit. Alors je sais bien que plein de choses sont faites, en réalité. Plein de choses ont été faites. Mais ça ne se voit pas assez et il faut frapper les opinions si on veut un peu modifier l'évolution des électorats, en fait, dans les dernières années. Merci beaucoup, Hubert Védrine, d'avoir répondu à nos questions.